Bon, on est de retour. Si vous avez regardé les vidéos que j'avais dans le PowerPoint, vous comprendrez que pour ces gens-là, c'est difficile de communiquer. Puis il faut vraiment être conciliant avec des gens qui souffrent d'aphasie, surtout si on les, parce que dans le fond, plus on les rend nerveux, plus l'aphasie va être intense. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est de les stresser. Donc, il faut essayer que l'environnement soit le plus relax possible. Faut essayer de présenter une idée à la fois. Faut essayer de les laisser finir ce qu'ils sont en train de dire. Euh, les traiter en adultes, là, c'est sûr et certain, ma petite madame m'en va vous arranger ça, ça marche pas. Faut essayer de les laisser parler. Si ça fonctionne pas, ils sont pas capables de vous dire. Des fois, l'écriture, ça va fonctionner. Des fois, l'écriture, ça fonctionne pas non plus. Ou des fois, ils vont vous montrer des objets ou des images. Donc, il y a toutes sortes de façons de communiquer avec ces gens-là. Donc, je ne vais pas tout vous lire là, la diapositive ici, mais vous comprendrez qu'elle est bien importante. Ensuite de ça, outre l'aphasie, il peut y avoir d'autres déficits cognitifs, on le sait. Il y a des gens qui vont perdre une partie de leur mémoire, mémoire court terme, mémoire long terme. Donc, il y a des gens qui reconnaîtront plus des gens de leur famille, et il y en a d'autres que ils se souviendront pas de ce qu'ils ont fait là 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui ont une capacité d'attention qui est relativement courte. Donc, ça va être des gens avec qui il va falloir être encore là très conciliant. Et il va falloir répéter. C'est plate, mais c'est ça. Pareil comme avec un petit enfant, il faut répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas grave, mais il faut répéter. La perception de l'abstrait est difficile. Donc, c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à apprendre de nouveaux concepts. Puis là, je vais donner l'exemple là, mettons, du guichet automatique. Là. Une personne qui a jamais utilisé le guichet automatique, qui fait un AVC, ça va être difficile là, de leur apprendre ce nouveau concept-là. C'est des gens qui vont avoir des problèmes émotionnels aussi. Souvent, surtout si l'AVC est frontal, puisqu'on sait que la personnalité est au niveau du frontal. Donc, les gens qui ont eu les AVC frontales, c'est des gens qui ont une inhibition qui est diminuée beaucoup. Donc, c'est des gens qui vont avoir des propos sexuels souvent, qui vont avoir pas des mouvements, mais ils vont faire des choses sexuelles. C'est des genres de gens là qui ils vont se déshabiller devant tout le monde, qui vont aller toucher les gens de façon non-proper way, puis qui faisaient pas ça avant là. Puis là, je parle de ceux qui ont l'AVC au niveau du frontal. Des gens qui étaient très agressifs avant vont avoir tendance à être très, très passifs. Et le contraire est aussi vrai. C'est des gens qui, pas juste le frontal, mais qui ont fait un AVC en général, qui peuvent être labiles dans le sens qu'ils vont être très heureux une minute, puis la minute d'après, ils vont pleurer, ils vont avoir peur, ils vont être agressifs, ils vont être hostiles. C'est des gens qui vont avoir tendance à s'isoler beaucoup. Donc, ça vient ça avec l'AVC souvent. Qu'est-ce qu'on fait comme examen clinique pour l'AVC? Je vous dirais quand il vous arrive un patient à l'urgence avec des manifestations d'AVC, on a parlé du vide tout à l'heure, donc il vous arrive un patient au triage avec un visage qui est tiré vers le bas sur un côté, qui est pas capable de dire le ciel est bleu à Cincinnati, qui est pas capable de garder ses bras dans les airs. Puis je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas obligé d'être les trois, ça peut être juste un. Alors, vous avez ce patient-là qui arrive à votre urgence, c'est une urgence prioritaire. Ce patient-là va devenir un P1. Un P1, c'est urgence maintenant. Il faut le gérer là, live. Et la première chose qu'on va faire à ces patients-là, c'est un scan cérébral. Parce que qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir est-ce que les troubles neurologiques sont causés par un AVC hémorragique ou par un AVC ischémique. Parce que le traitement est complètement différent, là. Si on donne le traitement d'un AVC ischémique à un patient qui fait une hémorragie, ça marchera pas, là. On va le tuer, c'est sûr et certain. Donc, ce patient-là, Monsieur Gérard, il arrive à l'urgence, il vient à votre triage, il a de la misère
à parler. C'est arrivé soudainement, son épouse a dit, vous faites son triage très, très, très rapidement. Si vous êtes capable de faire ces signes vitaux, ces signes neuro, tant mieux. Mais si vous êtes pas, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, là. On le met sur une civière, on l'amène au scan, on fait le scan immédiatement parce que il y a des traitements qu'on va vouloir donner très, très rapidement pour que, il y ait le moins de séquelles possible. D'autres examens qui peuvent être faits, l'IRM cérébral, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. L'AVC a été géré, l'urgence a été gérée. On va faire un IRM plus tard pour voir comment de dommages il y a eu au cerveau, comment gros il y a eu de dommages. On a géré tout ça. On va faire peut-être une angiographie cérébrale pour voir quel vaisseau est bloqué exactement. On peut peut-être faire une angiographie des carotides parce que souvent, les patients qui font un AVC ont tendance à avoir les carotides qui sont bloquées. Donc, ou l'échographie des carotides va faire la job aussi. C'est des patients qu'on va aller faire l'endarrectomie. Je ne suis pas capable de dire ça, ce mot-là, mais on va le voir plus tard. Alors, le scan cérébral, premier test, on veut savoir, M. Gérard qui vient d'arriver à l'urgence, est-ce que son AVC est ischémique ou hémorragique? Parce que ça va décider de quel traitement on fait. De tout ça, là, son arrivée à l'urgence, aller jusqu'au scan, là, on a un maximum de 25 minutes là, pour le faire, le scan. Fait que vous comprenez-vous que c'est pas le genre de patient qu'on retourne à la salle d'attente puis qu'on dit on va le voir, ça sera pas long. Non, non, c'est maintenant parce qu'on a 25 minutes pour faire son scan. C'est là que ça se passe. Alors, on fait le scan, puis on veut voir ici, là, bon, il y a des images là, de deux scans différents. Ici, un gros dommage. Voyons, le dommage est au niveau ben là, moi, je vois gauche, là, mais les autres, ils disent... Moi, je vois droite, mais les autres, ils disent gauche. Probablement parce que l'image est renversée. Alors, c'est ici, là, on voit là, qu'il y a beaucoup de dommages. Tandis qu'ici, le dommage est plutôt intracérébral. Le dommage est là. Anyways, on fait un scan parce qu'on veut voir est-ce qu'il y a un caillot ou est-ce qu'il y a une hémorragie. L'IRM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour voir, un coup que toute l'urgence est gérée, là, on lui a donné sa thrombolyse, puis on a tout géré la problématique. On fait un IRM pour voir comment gros de dommages on a, puis là, ça pourrait avoir l'air de ça. Ici, on le voit ici, le dommage. On voit ici le dommage. On voit ici le dommage avec un petit peu ici. On voit ici le dommage. Dans les angiographies, une angiographie, c'est dans le fond, c'est pour voir est-ce qu'il y a de la circulation au niveau des artères. Donc, c'est clairement, ça vient avec un contraste. La plupart du temps, c'est de l'iode. Donc, on injecte l'iode au patient, puis on va faire des images de son cerveau quand l'iode va avoir circulé, puis qu'elle va être rendue dans la circulation jusqu'au cerveau. Alors, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est où est-ce qu'il est le caillot exactement. Est-ce que c'est un anévrisme? Est-ce que c'est pas un anévrisme? On sait que c'est une artère qui se gonfle, qui est faible à un endroit, puis qui a tendance à se gonfler comme un ballon, puis éventuellement va péter. Donc, c'est le genre de truc qu'on cherche. On cherche les plaques d'athérome, on cherche les occlusions, on cherche les malformations. Alors, voici ce que ça aurait l'air, une angiographie cérébrale. Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est coloré par l'iode. C'est pour ça qu'on est capable de voir tous les petits vaisseaux sanguins. Alors, si on avait un caillot ici, dans cette artère-là, tout ça ici ne serait pas irrigué, donc on ne verrait pas le contraste sur l'image. Donc, on saurait que notre problématique, elle se trouve ici. Le Doppler pour aller voir si nos carotides sont bloquées. Alors, un Doppler, c'est un peu comme une échographie, pareil comme quand on est enceinte. C'est un examen qui est peu invasif, qu'on fait avec du gel, puis on va avoir l'image à l'écran, puis ça va nous dire, selon l'image que l'on voit, ça va nous dire si les artères sont bloquées ou pas. Si les artères sont bloquées, une des possibilités, c'est d'aller ouvrir, enlever le caillot, pas le caillot, les plaques d'athérome pour que la circulation soit plus fluide à ce niveau-là. On sait qu'un cerveau bien irrigué a moins de chances de faire un AVC qu'un cerveau qui est moins bien irrigué. Donc, un cerveau qui est pas irrigué parce que c'est les carotides
qui, qui sont bloqués par des plaques d'athérome, probablement que ce patient-là aura fait des ICT. Puis pourquoi qu'il fait tant d'ICT? On a fait un ECG, il fait pas de FA. On va aller voir ses carotides pour voir est-ce que son cerveau est bien irrigué avec beaucoup de sang bien oxygéné. Puis si ces carotides sont pleines de plaques, bien clairement, le cerveau de ce patient-là ne reçoit pas assez de sang. Donc, on peut, c'est une chirurgie vasculaire, là, ils ouvrent l'artère, ils vont chercher la plaque, ils referment l'artère. Ils vont retirer la plaque d'athérome. Alors, comment qu'on prévient l'hypertension? On a parlé tantôt des facteurs de risque. On a parlé beaucoup d'hypertension. Je vous dirais, c'est le majeur. On gère l'hypertension, on va probablement gérer l'AVC. L'hypertension, le diabète. Donc, si on dit on gère l'hypertension, on va prendre des antihypertenseurs, on va gérer notre apport en sel, on va gérer notre apport en liquide, on va gérer notre apport en gras. Parce que tout ça sont des trucs qui augmentent la pression artérielle. On va demander au patient d'arrêter de fumer. On va demander au patient de diminuer sa consommation d'alcool. On va le traiter avec des antiplaquettaires. Un antiplaquettaire, c'est pas un anticaillot. Ça n'empêche pas le caillot de se former. Ça, c'est un anticoagulant. Alors, un antiplaquettaire, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche un caillot qui est là de devenir plus gros, d'avoir des plaquettes qui se déposent dessus, puis de la fibrine qui se dépose dessus le caillot pour qu'il devienne de plus en plus ferme et de plus en plus gros. Donc, l'antiplaquettaire va faire ça, va pas empêcher le caillot de se former, va juste gérer le caillot pour pas qu'il devienne trop gros. Les traitements chirurgicaux, on a parlé de l'endariectomie, en tout cas, je suis pas capable de le dire. Mais il y a aussi les endoprothèses. Au même titre qu'on peut faire un stent au niveau du cœur, mais on peut faire un stent au niveau des artères cérébrales. C'est le même principe. Pontage extracrânien, là, on parle de grosse chirurgie, là. On n'irait pas jusque-là. Alors, en phase aiguë, cette partie-là ici, ça, c'est vous à l'urgence, là. Qu'est-ce qui est important pour vous à l'urgence? Votre patient y arrive. Dès que vous avez un soupçon que ce patient-là est en train de faire un AVC, c'est de vous assurer que ses voies aériennes sont maintenues. Alors, c'est un patient qu'on va s'assurer qu'il est assis, qu'il respire encore. Si on est capable de lui installer une intraveineuse, parce que quand il va aller au scan pour voir est-ce que c'est hémorragique ou thrombotique, si c'est thrombotique, on va vouloir lui donner de la thrombolyse. Mais la thrombolyse, ça se donne intraveineux. Donc, on va demander à avoir un accès veineux le plus rapidement possible. On va s'assurer que notre patient, il peut recevoir sa thrombolyse. Vous allez voir quand vous allez travailler à l'urgence, il y a un long questionnaire qui vient avec ça. Est-ce qu'on a subi des chirurgies dernièrement? Est-ce qu'on a eu des segments rectales? Est-ce qu'on a déjà eu des ulcères d'estomac? Est-ce qu'on est soigné pour certaines affections? Tout ça va faire qu'on ne pourra pas recevoir la thrombolyse. Par contre, si toutes les questions sont répondues de façon négative, bien, on va pouvoir recevoir la thrombolyse. Puis en urgence, là, je vous le dis, la thrombolyse, on la donne au scan. On fait le scan au patient, on pose les questions, on a déjà préparé notre médication, là, puis dès que le doc nous donne OK, on donne la thrombolyse. Dans les AVC hémorragiques, bien là, on ne donnerait pas de thrombolyse. Clairement, le traitement serait soit une décompression, si c'est sous-arachnoïde, ou une chirurgie intracérébrale pour aller soit clamper une artère qui est plus loin, ou par endoprothèse. Puis là, je vais vous montrer des photos après, là. Ça, c'est angioplastie pour aller enlever un caillot. C'est le même principe qu'un stent. Quand on fait un infarctus ou quand on a des coronaires de bloqués, c'est le même principe. L'appareil va là, déploie son stent, écrase la plaque d'athérome, puis là, la circulation se refait. La thrombolyse, j'en ai parlé un petit peu. Là, je vais arrêter parce que j'arrive trop proche du 15 minutes, puis je ne veux pas vous garocher l'information. Donc, on arrête là, puis on revient avec la thrombolyse.